tout d'abord pour me présenter, Valérie Rocky, je suis chargée de valorisation de la recherche à Grenoble INP, mon laboratoire GESCOP, et je suis par ailleurs directrice d'un réseau de recherche qui s'appelle Industrialisation et sciences de gouvernement, qui est soutenu par la région Rhône-Alpes depuis 2011 et qui devrait se terminer là en 2016. Ça aura peut-être lieu à un autre réseau de recherche. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, les différents points que je vais aborder là dans le temps qui m'est imparti, hein, c'est-à-dire environ 20 minutes. Tout d'abord, vous présenter le projet ERN et le laboratoire GESCOP en quelques slides, puis les objectifs de l'étude de marché, un retour en un slide ou deux sur le remanufacturing, mais Régis Dando vous en a parlé pour mettre en évidence quelques problèmes de définition. La méthodologie de l'étude, qui me paraît très importante pour bien interpréter les résultats qui sont, on va dire, diffusés tout au long des 140 pages, les principaux résultats et puis les projections à 2030, qui est aussi l'originalité, qui fait l'originalité de cette étude de marché. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le projet European Remanufacturing Network, en un slide et quelques logos. Donc, c'est un projet financé par le programme européen Horizon 2020 sur une durée de 2 ans, 2015-2017. Il comprend en fait 8 partenaires hein, au niveau européen. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc vous avez leur site internet www.remanufacturing.eu où vous trouverez de plus amples informations et notamment des études de cas, le rapport, des news et des événements qui sont organisés par le réseau. Alors je reviendrai en fin de présentation sur cet aspect, mais n'importe quelle entreprise peut rejoindre le réseau. C'est totalement libre et gratuit. Vous verrez sur le site, vous avez un onglet partenaire où vous allez retrouver un ensemble d'entreprises avec une présentation un peu succincte, mais une présentation de leurs activités. Et donc vous entrez par ce biais-là dans un réseau européen. Vous avez d'autres manufactureurs, d'autres laboratoires de recherche et le consortium organisateur structurant du projet. Alors, les objectifs du projet en quelques mots aussi, c'était d'une part cartographier donc les activités du remanufacturing en Europe, puis supporter en fait ces remanufactureurs dans le développement de leur activité à l'aide d'outils spécifiques hein, développés dans le cadre du projet, avec un double objectif qui était d'une part privilégier la rentabilité de l'activité, hein, il faut bien sûr que ça soit un business rentable pour les entreprises, et favoriser l'efficience en matière de gestion des ressources. L'autre objectif, c'était favoriser le développement de partenariats durables, hein, c'est ce que je vous expliquais, c'est un réseau qui a vocation à aller au-delà de, on va dire, de la durée de financement du projet par la Commission européenne. Donc on rentre plus avant dans une longue durée hein, de relations. Et puis, donc, le quatrième point qui va en conséquence, c'est promouvoir le remanufacturing auprès du grand public et des acteurs politiques et publics. L'objectif, c'est de créer donc à terme un Conseil européen du remanufacturing qui représentera les intérêts des remanufactureurs européens et puis d'autre part de continuer le travail qui a été engagé au sein du projet ERL. Donc, cette création est en cours. Elle sera plus ou moins officielle l'automne prochain. Alors, un point aussi sur les workshops qui sont proposés par le réseau. Vous en avez deux, vous avez les petits points verts là qui ont eu lieu déjà, donc un à Beyrouth et un à Grenoble le 16 mars dernier. Donc les slides des présentations sont en ligne sur le site du laboratoire GESCOP d'ici fin de semaine, début de semaine prochaine. Donc vous pourrez tout à fait aller les consulter. Et vous voyez qu'un ensemble d'autres workshops ont été déjà planifiés. Je vous engage à vous y rendre. C'est aussi totalement libre et gratuit pour mieux connaître le réseau et partager avec d'autres acteurs du remanufacturing.
Alors, le laboratoire GESCOP aussi en quelques mots, hein. C'est un laboratoire de recherche qui se trouve à Grenoble, qui est multidisciplinaire sur les systèmes de production, qui va aller donc de la conception de produits, l'optimisation de ces systèmes et la gestion des systèmes de production. Donc vous avez l'adresse du site internet pour mieux connaître un peu les différents domaines et centres de compétences. Plus précisément, l'équipe qui est entrée donc dans le projet ERN en tant que vraiment membre du consortium, c'est l'équipe conception produit process qui propose des méthodes euh, qui vont concevoir simultanément le produit et son cycle de vie en intégrant les expériences et les connaissances liées au cycle de vie. Alors, il y a deux axes sur lesquels ces expériences et ces connaissances sont extraites, c'est les problématiques environnementales d'une part et d'autre part la fabrication additive. Ces expériences et connaissances sont ensuite intégrées en fait dans les outils de conception et sont proposées, mis à disposition des différents concepteurs. Voilà, c'était pour la partie présentation des acteurs, donc le slide sur les thèmes de recherche, hein, vous verrez aussi sur le site internet du laboratoire. Vous avez toute la boucle du cycle de vie du produit. On va avoir en fin de vie trois possibilités. C'est les trois thèmes de recherche qui sont un peu menés par l'équipe conception produit process à travers le recyclage, le remanufacturing et le reuse, la réutilisation. Alors, l'étude de marché ERN, c'est une étude qui a été réalisée en 2015, donc elle est tout à fait récente. Elle avait quatre objectifs principaux. Le premier, déjà, c'était cartographier le paysage du remanufacturing européen. Pourquoi? Parce que cette étude n'avait jamais été réalisée à cette échelle et qu'il y avait une forte demande de la part des acteurs du remanufacturing pour avoir des données quantifiées sur l'activité. Le deuxième objectif, ça a été donc de quantifier la taille et la structure de ce marché dans 9 secteurs industriels principaux. Vous les avez sur le slide. Donc l'aéronautique, l'automobile, les équipements électriques et électroniques, tout ce qui est trait au mobilier, les engins de chantier, machines spéciales, industrie marine, équipements médicaux et transport pareil. Alors, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il est expliqué plus avant dans le rapport les raisons pour lesquelles il y a eu ce choix de 9 secteurs en particulier, qui semblait le plus représentatif et le plus à même le plus fort potentiel de développement du remanufacturing. Le troisième objectif, c'était identifier les motivations, mais aussi les freins au développement de l'activité. Et le quatrième, c'était effectivement faire des projections du marché à un horizon 2030. Alors, j'ai repris en deux slides vraiment très succinctement cette question des définitions, parce qu'elle est aussi abordée de manière détaillée dans le rapport. Ça m'a semblé intéressant de voir que c'était pas un vocabulaire qui était aussi facile d'abord de compréhension et qui était partagé par tous les acteurs au niveau européen. Donc sur le premier slide, vous avez les principes de base que vous a donné Régis Dando dans la présentation précédente. C'est une technique de recyclage qui donne de la valeur aux produits et composants en fin de vie, qui vont donc être des stocks de ressources pour la fabrication de nouveaux produits dont la qualité est au moins égale aux produits originaux fabriqués à partir de matières premières. Donc ça, c'est vraiment le principe de base du remanufacturing. Donc, les trois objectifs qui sont en conséquence de ces grands principes, conserver le maximum de valeur des produits, utiliser cette valeur dans un nouveau cycle de vie et faire autant de cycles de vie du produit que possible. Alors, j'ai mis deux éléments qui sont extraits du rapport. À gauche, vous avez un tableau qui reprend en fait les différents types de vocabulaire. Je regarde en même temps sur le rapport, donc c'est sur la page 7 de ce rapport. Un tableau extrêmement intéressant qui reprend les différents vocabulaires relatifs au remanufacturing et qui replace
pour chacun, en fait, ce que ça recouvre en termes de pratique et renvoie aussi parfois à des éléments standardisés qui font référence sur ces domaines-là. C'est ce que vous avez à côté, à la norme Manufacturing par le British Standard Institution avec le numéro qui va servir de base de définition et de définition du périmètre surtout de l'étude de marché ERN. La méthodologie, extrêmement importante aussi si vous reprenez les éléments du dossier pour bien comprendre enfin, les chiffres qui sont donnés, comment ils ont été construits. Vous avez d'une part une première approche qu'on dit top-down avec une collecte de données existantes issues des grandes enquêtes européennes, donc Eurostat, et puis il y a eu aussi des demandes auprès de fédérations d'entreprises qui ont fourni un certain nombre de chiffres. Par ailleurs, ça a été couplé à une approche qu'on dit bottom-up, qui est une enquête par questionnaire avec 206 réponses auprès d'un ensemble d'entreprises. Alors je crois que c'est à peu près 20 000 contacts, donc pour un retour de 206 réponses, on voit l'ampleur du travail qui a été mené. Et puis par ailleurs, il a été sélectionné en fait un échantillon d'entreprises manufacturières par secteur pour chacun des 9 secteurs étudiés et pour quantifier la proportion de celles qui réalisaient des activités de remanufacturing. Donc là, on a 1300 entreprises interrogées sur des thèmes, sur les 3 thèmes à peu près que je vous ai indiqués là, hein, c'est plus complet dans le texte. Clarifier le type d'activité, s'il s'agissait du remanufacturing, de la réparation, du reconditionnement. Évaluer l'activité en termes de chiffre d'affaires et de nombre d'employés. Et puis identifier le type d'organisation, ce qu'on appelle donc OEM, Original Equipment Manufacturer, versus non EEM, qui sont souvent soit des indépendants, soit des contract remanufacturers. Alors, si on arrive déjà, premier résultat de l'enquête, là par questionnaire, hein, donc on a des chiffres qui concernent les 206 entreprises répondantes. Les questionnaires ne sont pas forcément complets sur l'ensemble des réponses, hein, donc si vous faites l'addition, ça ne tombe pas forcément sur le chiffre de 206. Hein, donc c'est globalement, on va dire. Donc en haut à gauche, on voit qu'il y a 3 pays qui se distinguent principalement en termes de nombre d'entreprises se déclarant remanufactureurs. Donc vous avez l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas. La France arrive en 4e position. Il est dit dans le texte que les Pays-Bas sont surestimés. Il y a eu plus de réponses d'entreprises du Pays-Bas que d'autres pays, ce qui explique ce nombre un peu élevé, qui ne correspondrait pas vraiment à un positionnement aussi fort au niveau européen. Donc c'est aussi une donnée importante. Vous avez les chiffres d'affaires à droite euh, de, du slide, en haut à droite. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, vous avez beaucoup de petites entreprises. Et puis vous avez donc une courbe en U, hein, donc avec un trou sur la partie du milieu pour avoir plutôt ensuite une remontée sur des très grosses entreprises. Donc on voit que c'est une activité soit de petites, enfin de entreprises de chiffre d'affaires relativement, on va dire correct mais faible, et puis après de très grosses entreprises. Alors du coup c'est corrélé avec le nombre d'employés. Hein. Vous voyez que vous avez un nombre assez élevé sur les petites entreprises et puis vous avez ce trou qui au centre, puis ça repart sur les plus grosses entreprises. Alors, les chiffres, je vous rassure, 5000 et plus, par exemple, sur les 29 entreprises, ça correspond à la totalité de l'entreprise et bien sûr pas au nombre de personnes employées spécifiquement sur l'activité de remanufacturing. En bas à droite, vous avez la réponse des entreprises sur la vision à 5 et 10 ans, de 5 à 10 ans, pardon, sur le développement du marché. Vous voyez que globalement, vous avez une relative confiance sur le développement régulier, sur une croissance régulière en fait de l'activité en Europe. Donc il y a une relative confiance dans le développement du marché.
Slide suivant. Alors, là, sur la localisation des principaux marchés, ce sont donc les données euh, non seulement issues des questionnaires, mais en fait agrégées de l'ensemble des sources que je vous ai présentées dans le slide sur la méthodologie. Donc, on n'a pas tout à fait les mêmes résultats. On va dire qu'il y a 4 pays européens qui regroupent 70% de l'activité du remanufacturing. L'Allemagne, le Royaume-Uni, Irlande, la France, là qui est en troisième position, et l'Italie en quatrième position. Donc ces 4 pays, à eux, concentrent 70% de l'activité. Alors, on voit ensuite que l'Allemagne, alors je suis désolée pour le tableau du bas qui est assez peu visible, je l'ai extrait également du rapport. Malheureusement, je n'ai pas obtenu beaucoup mieux en termes de résolution d'image. Euh, donc sur l'Allemagne, les principaux secteurs sont l'aéronautique, l'automobile et les engins d'extérieur, les engins de chantier. Et ils se distinguent nettement par rapport aux pays suivants, puisque le Royaume-Uni, l'Irlande et la France, nous dit-on, sont de taille équivalente en termes d'activité, mais moitié moins que l'Allemagne. On voit déjà qu'il y a un gap assez important. L'Italie a une activité réduite par rapport à son potentiel euh, de manufacturing. Et voilà, on s'attendait à une activité beaucoup plus intense, mais ce n'est pas le cas. Alors ça s'explique, il y a quelques explications qui sont données. Hein. On a notamment en Allemagne, France et Royaume-Uni une forte implantation de l'industrie aéronautique. Et comme c'est le secteur d'activité qui est vraiment la locomotive du remanufacturing, ce qui explique aussi cette surreprésentation de ces pays par rapport à l'Italie. Vous verrez, il y a plus de détails dans le rapport. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, si on regarde justement la contribution économique par secteur d'activité, qui correspond donc à ce jour, en tout cas au moment de l'enquête, à environ 30 milliards d'euros, on voit que l'aéronautique est largement en tête, suivi de l'automobile, les engins de chantier, les HDOR, et puis ensuite les produits de grande consommation. On voit que les autres secteurs sont quand même relativement faibles et très en retrait par rapport aux deux mastodontes que sont l'aéronautique et l'automobile. Sur ce qu'ils appellent la contribution sociale, hein, qui est la création d'emplois, donc supérieur, enfin un peu plus de 190 000 emplois en Europe, et ben, évidemment on retrouve l'aéronautique et l'automobile, et puis suivi des nos deux euh, engins de chantier et produits de grande consommation, tandis que les autres sont un peu en retrait, même carrément en retrait pour certains, sur cette création d'emplois ou en tout cas sur ce taux d'emploi. Sur la contribution environnementale, donc on a eu une étude qui essayait de quantifier l'économie en termes de matières premières, hein, et puis aussi en termes d'équivalent CO2 concernant donc le réchauffement climatique. Et on le voit là par contre que l'automobile est nettement, avec les engins de chantier, nettement devant les autres secteurs qui sont moins performants sur ces deux indicateurs. Sur les motivations, on a donc les entreprises ont été interrogées sur un certain nombre euh, de critères hein, qui constitueraient leur principale motivation. On voit que clairement, donc c'est l'avantage stratégique lié à la sécurisation donc de la fourniture de pièces détachées qui ressort majoritairement des différents critères. La question des subventions publiques ou de la législation entre moins en ligne de compte. Bon, je pense qu'il faudrait effectivement faire un focus sur cet aspect-là pour vérifier enfin, ces aspects-là. Et puis aussi l'augmentation des parts de marché qui semble être un critère important de motivation à développer cette activité-là. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors,
les barrières en fait qui semblent ressortir de cette enquête-là. La principale, qui était la surprise du projet ORN, hein, des réalisateurs de l'enquête, c'est la reconnaissance par le consommateur. Donc l'acceptation, la question de l'acceptation, l'acceptabilité, ça dépend du vocabulaire, du produit remanufacturé. Donc ça semble être particulièrement le point noir qui empêche le développement de l'activité. Les autres critères indiqués ou les autres indicateurs ne semblent pas être un problème ou en tout cas une barrière identifiée en tant que telle par les remanufactureurs. Donc c'est aussi, je pense, des éléments qui mériteraient d'être approfondis par des enquêtes spécifiques. Si on regarde le potentiel de croissance en 2030, comment donc le projet réseau ARN a mené son travail? Ils ont d'abord établi 3 scénarios prospectifs qui correspondent, on va dire, à une graduation du développement de l'activité. Dans un premier scénario, on tape sur une croissance identique à celle d'aujourd'hui dans les 3 domaines en ayant 3, on va dire, 3 indicateurs faibles, régulières, hautes, répartis dans chacun des secteurs étudiés. Donc, ça, c'est le premier scénario, à peu près, on va dire, de référence, si ça continue comme aujourd'hui, on va dire. Dans le scénario numéro 2, il y a quand même l'implication de l'acteur public, où le remanufacturing devient un élément stratégique du développement économique. Et là, on a un doublement de l'intensité du remanufacturing relativement à l'activité de manufacturing. Dans le scénario 3, on a, je crois, je ne l'ai pas noté là, mais ça quadruple en termes d'activité et d'intensité. Et le remanufacturing devient vraiment l'activité principale et concentre les financements publics. Euh, voilà, ce qui explique effectivement qu'il devient équivalent à l'activité de manufacturing en 2030. Donc c'est toujours en relation entre remanufacturing relativement à l'activité du manufacturing elle-même qu'on calcule cette création de valeur. Alors là, je vous ai remis vraiment de manière très simplifiée, parce que c'est beaucoup plus détaillé dans le rapport, la création de valeur pour chacun des scénarios. Donc pour le premier scénario, on voit qu'on reste sur des montants qui sont somme toute équivalents à ceux d'aujourd'hui, 46 milliards d'euros, 300 000 emplois et 16 millions de tonnes de CO2 équivalents non rejetés. Dans la création de valeur du scénario 2, on est déjà sur 73 milliards d'euros et 450 000 emplois. Et là, sur création de valeur du scénario 3, 90 milliards d'euros, 500 000 emplois. Donc c'est sur ce troisième scénario que le projet ERN a beaucoup communiqué sur le potentiel de croissance à l'horizon 2030 de l'activité du remanufacturing. Sur chacun de ces scénarios, vous verrez dans le rapport, l'action des pouvoirs publics est essentielle pour développer l'activité. Donc c'est un point qui est quand même extrêmement important. De là, l'idée de la création du European Manufacturing Council pour inciter la Commission européenne et d'autres organes à soutenir vraiment le développement de cette activité. Donc, en bref, le projet ERN, c'est vraiment un développement de nouveaux outils et de méthodes pour les remanufactureurs. J'en ai pas parlé, mais le projet travaille aussi à recenser et analyser les bonnes pratiques dans 3 domaines, donc business model, process et design for manufacturing. Vous trouverez tous ces éléments-là avec des fiches assez précises sur le site et réalise des études de marché. Celle-ci sera, à mon avis, mise à jour régulièrement. Il partage et diffuse ses résultats donc, via des workshops qui sont libres d'accès. Je vous incite vraiment à y participer. Et puis, il promeut auprès de la Commission européenne le remanufacturing via ce council dont je vous parlais. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement le site web du projet, qui est mis à jour très très souvent. Et puis, vous pouvez aussi, en tant qu'Espace France, on va dire, prendre contact avec le laboratoire GESCOP
dont la responsable d'équipe est Peggy Zolinski, et vous avez ses coordonnées sur le slide. Je vous remercie pour votre attention.